Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Né en 1976 à Bruxelles, Cyril Fallis est aujourd'hui libraire à Draguignan dans le Var. Après un début de carrière dans la publicité et le journalisme, il a rejoint avec passion le monde des livres et accompagne aujourd'hui les bibliophiles dracénois dans le choix de leur prochaine lecture. Cette année, l'intérêt de Cyril pour le monde des lettres a pris une importance plus grande encore, puisqu'il a publié en janvier son premier roman, Seuls les fantômes, aux éditions Belfond. Un passage de l'autre côté du miroir littéraire qu'il aborde dans cet entretien pour La Parole Donnée. Cyril, bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, toi et ton parcours ? Alors, je m'appelle Cyril Fallis, je suis né à Bruxelles en Belgique en 1976. J'ai étudié le journalisme et un peu de droit aussi. J'ai travaillé successivement dans la publicité, dans des ONG médicales à l'étranger, parce que j'ai vécu en Afrique, en Tanzanie et puis un petit peu à Madagascar. Et ensuite, je suis devenu critique de cinéma, tout en étant indépendant quand j'ai vécu à Paris. En étant indépendant de nouveau aussi dans la publicité comme freelance. Et arrivé un peu par hasard dans la région varoise, j'ai postulé dans une librairie et j'ai été engagé parce que quelqu'un s'était foulé la cheville la veille du jour où j'ai demandé s'il cherchait du travail. Donc voilà, je suis devenu libraire. En fait, je me suis rendu compte que c'était un métier que j'adorais parce que quand j'étais critique de cinéma, je passais mon temps à dire du mal des films et quand je suis devenu libraire, je disais du bien des livres pour pouvoir les vendre. Donc voilà, ça me convient. Maintenant, ça fait un peu moins d'une dizaine d'années que je suis libraire et je viens d'écrire chez Belfond et publier en janvier 2024 mon premier roman, Seuls les fantômes. Comment as-tu ressenti le fait de passer de libraire à écrivain ? Et surtout, comment les clients de la librairie ont-ils accueilli ton roman ? De voir leur libraire devenir écrivain ? Alors en fait, quelque part, c'est parce que j'étais libraire, je pense, que j'ai eu la force de devenir écrivain. Parce qu'avant, j'avais fait plusieurs essais, mais j'allais jamais jusqu'au bout. Et en fait, en rencontrant des écrivains à la librairie, parce que souvent on organise des rencontres à la librairie avec des écrivains, ceux-ci m'ont un peu poussé et encouragé à le faire. Et une éditrice aussi. Donc le passage s'est fait assez naturellement. Après, il y avait une grande angoisse qui était déjà de publier un premier roman, parce que c'est assez stressant au moment de la sortie. Tu penses que tout le monde va le détester et qu'on va te dire que tu n'es vraiment pas fait pour ça et que tu es un usurpateur. L'autre facteur, c'était aussi que j'allais avoir le retour de mes clients. Et qu'allait-il penser ? Puisque mon livre, c'est un peu de l'autofiction. Au départ, je ne l'assumais pas tellement, puis j'ai fini par l'assumer au fil du temps, parce que je me suis senti plus à l'aise avec ça. Donc c'est particulier de passer de l'autre côté et d'avoir tous les jours le retour de tes clients, parce qu'en fait quand tu écris un livre, généralement tu l'abandonnes. Les écrivains disent toujours j'ai eu un enfant et je le laisse partir vivre sa vie maintenant et il ne m'appartient plus, et il y a une phrase assez commune qui est le livre appartient au lecteur. Sauf que moi, en fait, j'ai le lecteur en face de moi qui tous les jours me dit ce qu'il en a pensé. Donc, écoute, il y a eu majoritairement des avis assez positifs des clients. Alors peut-être parce qu'ils sont très gentils et polis. Ceux qui ne l'ont pas aimé ne l'ont pas dit, forcément. Et sinon, oui, il y a eu une bonne réception du livre. Le roman s'est bien vendu auprès des clients de la librairie ? Oui, je dois dire que je pense que sur le chiffre total des ventes, ça doit faire 30% des ventes, le livre à la librairie, au niveau national. Beaucoup de clients l'ont acheté spontanément, d'autres, au départ, je n'osais pas trop en parler, puis finalement, c'est mes collègues qui en parlaient à ma place. Et maintenant, je suis assez à l'aise avec ça. Dès que j'entends un accent belge, déjà, je fonce en disant « Tiens, je suis belge, j'ai écrit un livre ». Et sinon, oui, ça s'est plutôt très très bien vendu auprès des clients. Comment ton métier de libraire a-t-il impacté ton choix d'éditeur ? Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Est-ce que le fait d'être confronté tous les jours à des livres, à des romans qui sortent de grandes maisons d'édition, voire des maisons plus modestes, est-ce que ça a eu un impact sur ton choix d'éditeur ? En fait, j'ai pas eu un énorme choix, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon livre à un certain nombre de maisons et il y en a 2 qui ont dit oui. Parmi ces 2-là, en fait, il y avait une maison plus je cherche le bon mot, c'est pas vraiment anonyme, mais un peu plus discrète que l'autre, et il y avait Belfond. Et en fait, en y réfléchissant, en discutant autour de moi, le choix s'est posé sur Belfond parce que je pense que la force de frappe était plus importante.
Et voilà, et l'accompagnement sans doute allait être plus large aussi. Voilà. C'est une grosse structure. Belfond, il y a des auteurs comme Murakami, Colum McCann, Douglas Kennedy, enfin tu vois vraiment des auteurs connus, reconnus. Donc voilà, ça appartient à un grand groupe. Alors le choix a été fait comme ça aussi. Puis il y a des facteurs humains qui jouent aussi parfois. Moi, je connaissais évidemment beaucoup de maisons d'édition. J'ai discuté avec des éditeurs d'autres maisons d'édition. Mais si tu veux, ça n'a. Enfin, je pense que ça a été un choix qui a été fait aussi sur les personnes, quoi. Voilà. Donc le roman raconte l'histoire de Melville qui, à la suite d'une déception amoureuse, va partir à la poursuite de fantômes de son passé. Comment cette quête t'a-t-elle été inspirée ? C'est de l'autofiction en fait. Donc cette quête, ça a été une idée assez simple. C'est qu'au départ, je voulais rendre hommage ou convoquer les femmes qui avaient disparu, les fantômes de mon existence. J'avais perdu au cours de ma vie plusieurs femmes importantes qui avaient marqué certaines époques de mon trajet et je voulais leur rendre hommage dans un livre. Donc c'est comme ça que c'est venu. Le livre s'est imposé à moi en fait. Je n'ai pas vraiment cherché. Tu sais, c'est un livre. Je crois que le premier bouquin, on l'a en soi et il jaillit à un moment donné, quoi. C'est Richard Morgiev que j'aime beaucoup qui me disait, en fait, ne réfléchis pas trop. Ton livre, tu l'as en toi. Et tes livres, tu les as en toi. Il y en a plusieurs que tu as en toi. Donc les sujets vont s'imposer d'eux-mêmes. Alors après, j'ai eu un petit truc. Ça, c'est Jean-Baptiste Andréa qui m'a donné un truc. Il m'a dit, fais un plan. Et c'est vrai que dès le moment où le plan était fait, alors que pourtant c'était pas nécessaire étant donné que c'était mon histoire, en grands traits évidemment, c'est jamais totalement moi. C'est vrai que de faire un plan m'a permis de me dire tiens, on va aller de tel point à tel point. Voilà. Donc ça m'a aidé. Le sujet donc de la quête des fantômes du passé, c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde et sans doute beaucoup à tes lecteurs. Quel retour t'ont-ils fait à la suite de leur lecture ? J'ai eu souvent ce que tu viens de dire, c'est-à-dire votre livre a une portée universelle dans le sens où il a réveillé mes propres fantômes. Il y a plusieurs parties dans le livre. Une des parties qui a marqué les gens, c'est l'enfance, la disparition de Laetitia. Ils se sont assez régulièrement replongés dans leur passé. Il y en a qui ont fait le même chemin, voilà. Il y a une partie aussi sur la maladie de la mère qui a touché les gens qui avaient vécu ça. Il y en a plus qu'on ne le croit, donc des gens qui ont dans leur entourage des personnes qui ont souffert d'un cancer. Et voilà, je pense que alors le personnage Melville, le personnage principal, est un peu en rupture et en brèche, il expose toutes ses blessures, donc peut-être aussi que ça, il y a des gens qui se sont attachés à lui. Il y en a d'autres qui ont dû le trouver un peu casse-pied d'être fragile à ce point, mais voilà, c'est l'histoire d'un homme qui cherche en fait à comprendre d'où vient sa fragilité, et en reparlant avec les fantômes des femmes qui ont marqué sa vie, il va avoir un peu plus conscience de qui il est, et de sa fragilité, et de ses éventuelles faiblesses. Un peu plus précisément sur ton travail d'écriture, quelle est ta méthode d'écriture ? Est-ce que tu as des rituels ? Est-ce que tu as une façon particulière de procéder pour ton écriture ? En fait, c'est assez instinctif comme écriture, mais donc le livre, ça a un peu coulé, si tu veux. Il y a eu des types d'écriture différents, donc je peux pas vraiment dire que j'ai une écriture spéciale, parce qu'en fonction des périodes de la vie de Melville, l'écriture me semble différente. Mais je la laisse un peu agir comme un cri, c'est-à-dire que je la réfrène pas, elle part comme un jet. Et puis par contre, le lendemain de l'écriture, parce que j'écris tous les soirs, le lendemain, je relis ce que j'ai écrit la veille pour me réimprégner et pour être dans la musique, parce qu'en fait, l'écriture, c'est de la musique. Donc il faut que ça sonne, quoi. Donc il y en a qui lisent à haute voix, moi je fais pas ça. Mais par contre, je relis systématiquement ce qui a été fait et j'essaye de reprendre le ton, l'humeur. Et ça fonctionne assez bien avec des playlists. J'ai des playlists très mélancoliques et tristes que je me réécoute en boucle. Et comme ça, je suis de nouveau dans le ton, tu vois. Et puis après, c'est vraiment comme une espèce de ressac de litanie, de
oui, de bruits de vagues qui viennent, qui frappent, et j'essaye de saisir chaque fois le rythme. Ça, c'est le travail sur la forme. Le fond, après, il vient de lui-même, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il était déjà présent dès le début. Et après, le travail, quand tu travailles avec l'éditeur, là, il y a un travail de découpe. Généralement, on te supprime des parties, on t'enlève des phrases, on te demande de changer des mots, des choses comme ça, quoi. Ça, c'est le travail avec l'éditeur. Puis après, il y a encore le travail avec les correcteurs qui est encore différent. Parce que là, vraiment, ils s'attachent à voir si la langue est correcte, quoi. Donc voilà. Mais j'aime bien travailler les sons. Oui. Donc tu dis que tu es un écrivain du soir, donc plutôt, plus qu'un écrivain du matin. Ah ben, j'ai jamais écrit le matin. Hein. En fait, le matin, parfois, tu vois, comme tout le monde, je me réveille tôt. Et je me dis, bon, ce serait peut-être marrant d'aller écrire. Parce que je sais qu'il y en a qui font ça, hein, au saut du lit. Ils n'ont même pas le temps de prendre leur petit déjeuner. Ils sont déjà sur leur table parce qu'ils utilisent la matière des rêves, en fait. Cette espèce de nappe vaporeuse qui t'entoure et qui peut être productive parce qu'elle elle peut être proche des rêves ou de la matière du rêve. Moi, c'est plutôt le soir et en fait, ça vient généralement au bout d'un moment. Donc, j'écris tout le temps, hein, si tu veux. Mais je sens que la qualité de l'écriture change quand je chope quelque chose au niveau du rythme, au niveau de la noirceur autour de moi, de l'obscurité qui se fait et de l'intimité qui s'en dégage, quoi. Et donc là, j'arrive à aller creuser en moi, en fait. Le livre parle du manque, en fait, et le manque dans toutes ses formes. Et je le creuse encore plus, en fait, quand je suis seul dans l'obscurité, que tout le monde dort. Voilà, il y a ce côté un peu régénérant de la nuit. Après, c'est pas tout à fait. Je n'écris pas uniquement le soir non plus, parce que c'est vrai que quand j'ai mes jours de repos, c'est le lundi, puisque je travaille le samedi en librairie. Le dimanche, c'est consacré à la famille. Parfois, j'ai toute une journée le lundi, mais je vois que ouais, je suis plus du soir. Ouais. Enfin, de facto, parce que j'ai un travail. Hein. J'aurais pas de boulot, peut-être que je m'y mettrais en journée. Hein. Alors, on dit souvent que le plus grand défi pour un écrivain, c'est pas le premier roman, mais plutôt le second pour véritablement lancer la machine. Alors, ma question sera, as-tu entamé l'écriture d'un second roman ? En fait, j'avais entamé l'écriture d'un second roman dès le jour où je savais que j'allais être publié. Donc, j'ai su que j'allais être publié, c'était en janvier 2023. Et content de ça, donc tu sais, après il y a un temps très long, hein. Après tu entames les corrections, des choses comme ça, quoi. Mais ouais, pendant 3-4 mois, j'ai écrit de janvier à mars, avril. Et en fait, après, j'ai été pris dans les corrections du premier, donc j'ai complètement arrêté. Et là, j'ai repris l'écriture, voilà. Donc il y en a un en cours. Donc j'ai une dernière question. Tu es très suivi sur Twitter, qui s'appelle maintenant X. Quel regard portes-tu sur ces réseaux qui occupent tellement notre attention en ce moment et parfois au détriment de la lecture ? Alors, il est vrai qu'on a une habitude, maintenant, nous, hommes connectés et femmes connectées, de perdre du temps à scroller. On peut vite se faire bouffer par les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter depuis une dizaine d'années maintenant. Peut-être même plus, 12 ans peut-être. Facebook aussi, et Instagram, je m'y suis mis pour la promotion du livre. J'ai beaucoup de mal avec Instagram, je n'y vais pas trop en fait. Je vois qu'on me propose surtout beaucoup d'images qui n'ont pas grand-chose à voir avec la littérature, donc bon. Facebook, c'est devenu un réseau plus personnel, d'amis, d'intimes, et un peu aussi du monde littéraire, qui n'est pas sur Twitter, enfin sur X. Et sur X, pour moi, quand j'étais critique de cinéma, c'était un outil en fait. J'ai développé les réseaux sociaux comme des outils pour faire la promotion de mon site internet qui s'appelait Le Passeur Critique, qui a maintenant disparu, mais qui a existé pendant 10 ans, où il y avait une vingtaine, trentaine de rédacteurs différents. Des gens qui sont devenus maintenant des critiques de cinéma que tu entends, que tu vois au Cercle par exemple, chez Positif, Cahiers du cinéma... et j'en passe d'autres, voilà. Donc c'était un beau site, mais on avait besoin pour convier les gens à venir le regarder, d'être présent sur les réseaux sociaux. J'ai continué ces réseaux sociaux quand je suis devenu libraire,
Et la communauté a grandi parce que je poste tous les jours, tous les matins, la première vente du jour et parfois quelques petits conseils de lecture, des choses comme ça. Tout ce qui tourne autour, parce que ta question est complexe. Tout ce qui tourne autour de mon métier, de mon activité d'écrivain, de mon métier de libraire, c'est bienveillant. J'ai jamais, à part une ou deux fois, en publiant des listes de livres, de conseils de lecture, attiré des foudres de lectrices qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de femmes représentées dans la liste, qui m'a valu quelques petites insultes ou des choses comme ça. Mais sinon, en cinéma, parfois, c'était un petit peu plus violent, parce que là, tout le monde aime bien se déchirer sur le dernier George Miller ou sur le cinéma d'art et d'essai français. Enfin bon, tu vois, j'avais moi-même été invité au Cercle pour dire du mal du film de Justine Triette, la bataille de Solferino, tu vois. Et après, il y en a qui m'ont dit, oui, tu as été mal inspiré parce qu'elle a gagné la Palme d'Or quelques années après. Donc c'était parfois un petit peu plus violent, mais ça restait quand même bienveillant. Dans le domaine littéraire, les gens sont juste heureux qu'on leur parle de livres, etc. Après, si tu vas au-delà, mais en fait, ton mur d'information sur les réseaux sociaux dépend de là où tu cliques et de l'indexation qui est faite de tes choix. Donc moi, finalement, je te dirais, je vois des nuages, des ciels de nuages, des couvertures de livres, des choses comme ça. Maintenant, depuis la guerre en Israël, dans la bande de Gaza surtout, évidemment, tu as des choses un peu plus violentes qui remontent, très violentes même. J'essaye d'éviter de cliquer sur tout ce qui appelle à la haine ou aux insultes. Je sais que si tu rentres là-dedans, tu n'en sortiras plus et ton mur va être envahi de ça, quoi. Donc j'essaye de garder... Je lis l'actualité, mais je fais attention que mes réseaux sociaux ne soient pas des murs de haine, parce que je pense que quand on voit une chose ou quand on lit une chose violente, elle reste incrustée à vie. Donc il y a parfois des images affreuses qui passent sur les réseaux sociaux. Je pense que James Foley, le premier otage de ISIS qui avait été décapité, la vidéo avait été diffusée alors que les parents n'étaient même pas encore au courant de la mort de leur fils. Donc ce genre de choses, je les évite et donc elles ne surgissent pas comme ça. Voilà. Et puis après... évidemment, il y a la stupidité environnante, mais tu essayes de l'éviter aussi, quoi. Je veux que ça reste des espaces de bienveillance. Je pense que ça peut l'être. Merci beaucoup Cyril et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.